Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question que tout formateur, tout enseignant se pose un jour. Comment fait-on pour bien communiquer? Quels sont les meilleurs outils? On va se pencher sur deux grandes familles, la projection d'un côté et l'interaction de l'autre. C'est un peu un duel, une confrontation de philosophie, et on va décortiquer ça ensemble. Allez, c'est parti! Et oui, tout part de là, de ce défi universel. Qui n'a jamais connu ça? Ce moment où, en pleine présentation, on voit les regards qui commencent à divaguer, l'attention qui s'échappe. Capter l'attention au début, franchement, c'est presque la partie facile. Mais la garder, la maintenir vivante pendant toute une session, là, ça devient un véritable art. C'est justement ce défi qu'on va essayer de relever. Alors, pour réussir, on a disons deux grandes boîtes à outils. La première, c'est celle des supports de projection. Pensez aux diaporamas, type PowerPoint. Leur job, c'est de construire le message, de le charpenter. Et puis, de l'autre côté, on a les supports interactifs écrits. Là, on parle du bon vieux tableau blanc, du paperboard. Eux, leur but, c'est de faire vivre les échanges. Voilà nos deux protagonistes du jour. Ok, voilà le programme. D'abord, on va bien poser le contexte du défi. Ensuite, on analysera chaque type de support, un par un. Après ça, on les mettra face à face, dans une sorte de duel. Et on terminera en essayant de dessiner une stratégie gagnante. On se lance? Alors, premier round, les supports de projection. PowerPoint, Keynote, on voit bien de quoi il s'agit. Pour bien comprendre leur rôle, on va leur donner un petit nom. On va les appeler l'architecte. Pourquoi? Parce que leur mission, c'est exactement ça. Bâtir un plan, une structure super claire, super solide pour le contenu. Ils dessinent un parcours et guident le public du début à la fin. Et cet architecte, il a trois grandes missions. La première, c'est de structurer le discours. Il faut que ce soit logique, que ça tienne la route pour que personne ne se perde en chemin. Deuxièmement, il doit illustrer le message, donner vie aux idées avec des images, des schémas, quelque chose de percutant. Et enfin, troisième mission, et pas des moindres, introduire le contenu petit à petit au bon rythme pour que tout soit bien digéré. Évidemment, pour que tout ça fonctionne, il faut des fondations solides. Une organisation claire, une structure logique, c'est la base, on est d'accord. Mais le vrai secret, le truc qui change tout, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie visuelle. En fait, c'est un peu comme un GPS pour les yeux. Ça permet de savoir immédiatement ce qui est super important, ce qui est un peu moins et où il faut regarder. Ça guide l'attention. Et en parlant de clarté, on arrive à un point absolument crucial, non négociable, la lisibilité. C'est simple, si les gens dans la salle doivent plisser les yeux pour lire, c'est déjà perdu. Le message ne passera pas. L'astuce, c'est vraiment d'éviter de tout surcharger. Il faut viser une synergie, un équilibre parfait entre trois choses. Un texte très court, très synthétique, un visuel qui a de l'impact et le discours oral qui vient lier tout ça. C'est ce trio qui va vraiment ancrer les infos dans la mémoire. Bon, alors si on fait le bilan pour notre architecte, côté avantage, c'est clair, il est super fort pour structurer le contenu, il peut faire gagner du temps en amont, et surtout il donne un contrôle total sur le rythme de la présentation. Mais attention, il y a aussi des inconvénients. D'abord, ça peut vite tuer l'interaction. Ensuite, on est complètement dépendant de la technique. Pas de courant, pas de projo, pas de présentation. Et enfin, faut pas se leurrer, créer un bon diaporama, un vrai bon, ça prend un temps fou. Ok, on a vu l'architecte. Maintenant, on change complètement de décor. On passe à la deuxième famille, les supports interactifs. Le tableau blanc, le paperboard, on les connaît bien. Eux, on va les appeler le facilitateur. Et là, la philosophie est radicalement différente. Sa mission, ce n'est pas d'imposer une structure toute faite, mais de la créer en direct, avec le groupe. Le but, c'est de stimuler, de faire participer, de faire jaillir les idées. Alors, comment il s'y prend, ce facilitateur? Sa méthode, elle repose sur trois actions clés. La première, la plus importante, c'est de favoriser l'interaction. Il faut transformer un public passif en un groupe de participants actifs. Deuxième action, structurer les échanges. Toutes les idées qui fusent, il faut les capter, les organiser en direct, leur donner du sens. Et enfin, troisième point, il faut conserver une trace écrite. C'est la mémoire du groupe, la preuve visuelle de ce qui a été construit ensemble. On le voit, le profil du facilitateur est à l'opposé de l'architecte. Ses gros points forts, c'est l'interaction maximale et une souplesse totale. On peut s'adapter à tout, en direct. Et puis, pas de prise de tête technique. Mais, car il y a un mais, cette liberté a un coût. Le rythme n'est plus maîtrisé, il dépend du groupe, du temps qu'on prend pour écrire. L'écriture, d'ailleurs, doit être parfaitement lisible, sinon c'est inutile. Et surtout, ça demande des compétences de dingue de la part de l'animateur. Il faut écouter, synthétiser, écrire, organiser, tout ça en même temps. C'est un vrai numéro de jonglage intellectuel.
Et voilà, on arrive au moment fatidique, le duel. L'architecte contre le facilitateur. Mais attention, hein, le but ici, c'est pas de décréter un chaos technique pour l'un des deux, pas du tout. L'idée, c'est plutôt de comprendre dans quelle situation on a besoin de l'un et dans quelle situation on a besoin de l'autre. C'est une question d'alliés, de stratégie. Alors regardons ça de plus près. Ce tableau résume bien le match. Pour l'interaction, clairement, avantage au facilitateur. Pour la flexibilité, pareil, le facilitateur gagne haut la main. Par contre, pour le contrôle du rythme, là, c'est l'architecte le patron. Et pour la dépendance technique, évidemment, le facilitateur est beaucoup plus fiable. Au fond, c'est ça le choix. Est-ce qu'on veut une autoroute bien tracée, super efficace, où on contrôle tout, ou est-ce qu'on préfère un chemin de randonnée qu'on explore ensemble avec ses surprises et ses détours? Donc la question n'est peut-être pas lequel choisir, mais plutôt comment les faire travailler ensemble. Comment transformer ce duel en duo. La vraie clé, c'est sans doute ça. Orchestrer la collaboration parfaite entre l'architecte et le facilitateur. Alors voyons quelques principes clés pour y arriver. En résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir? D'abord, on utilise la projection. L'architecte pour tout ce qui est structure, illustration et maîtrise du temps. C'est notre plan de vol. Ensuite, on fait appel à l'interaction, le facilitateur, pour faire décoller la participation, pour co-construire. Troisième point, hyper important, on garde une trace de tout ce qui a été produit pendant ces moments d'échange. C'est de l'or. Et enfin, le plus important peut-être, on reste lucide. On anticipe les limites de chaque outil, la panne technique, le temps de préparation, la difficulté de gérer un groupe en direct. Et on va se quitter là-dessus avec une dernière question pour la route. Est-ce que le meilleur outil, c'est celui qu'on connaît par cœur, celui qui nous rassure, ou est-ce que c'est celui qu'on ose combiner avec un autre? La vraie performance, au fond, elle n'est peut-être pas dans la maîtrise d'un seul outil, mais dans l'art de les faire dialoguer. Savoir utiliser la rigueur de l'architecte pour donner un cadre à la spontanéité du facilitateur, c'est une piste de réflexion